Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 24 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors on va faire un point finance traditionnelle, on va voir qu'on est sur un point délicat. Ensuite on fera évidemment une analyse détaillée de Bitcoin, Ethereum et de toutes les cryptos qui chauffent. Vous allez voir qu'en plus des cryptos qui chauffent, on est aussi sur des zones délicates et c'est ça qui va être assez important cette semaine de suivre de très près. Alors, on va commencer comme d'habitude, de préférence par faire un tour sur ce qui se passe sur les marchés traditionnels. C'est excessivement important et intéressant de corréler son trading avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et on va voir que vendredi, on a eu une super opportunité short qu'on a pris évidemment avec les élèves et qui se sentait. Alors, on va expliquer exactement qu'est-ce que j'entends. On a eu vendredi cette petite journée où on était sous résistance. Globalement, on peut voir que cette résistance a servi plusieurs fois, d'abord de support, résistance avant d'être franchie à la baisse. Donc, c'est pas la plus grosse résistance du marché, mais c'en est une importante. Vous voyez qu'ici, elle avait servi de résistance le 30 mars 2021, servi de support, a été franchie, a été réintégrée, bref, et on était à nouveau dessus. Donc, zone importante tout de même pour le SP500. Et vous savez qu'un de mes mentors, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est Larry Williams. C'est vraiment un des seuls auteurs qui m'a appris énormément de choses en trading. Je trouve que la majorité des autres choses que j'ai vues ont toujours été un peu bateau et n'ont réellement pas eu beaucoup d'impact sur mes résultats, bien que ce soit toujours intéressant de lire. Mais Larry Williams m'a vraiment enseigné énormément de choses. Et on a eu un pattern qu'on appelle en clôture haute. Qu'est-ce qu'une clôture haute ? C'est quand il reste très très peu d'espace entre le haut de la bougie et la clôture. Et donc, d'après lui, assez souvent, alors pas toujours, assez souvent, d'ailleurs ici on en a eu une, et vous voyez qu'on a eu la clôture haute, journée piège le lendemain, et ensuite à partir de là on a corrigé. Et donc, ça s'est pas fait instantanément, mais tout de même, quasiment 2 jours après. Donc d'après lui, tout simplement, ce genre de clôture, ce genre de pattern en bougie, chandelier, indique que finalement, si les acheteurs se sont arrêtés là, c'est pas forcément très bon signe. Parce que sinon, réellement, ils pourraient le faire et aller bien plus haut. C'est pour ça que quand on a ce type de clôture sur un niveau clé, c'est très important de définir le niveau. C'est un niveau clé. Vous voyez que ça a été un pivot. Donc, on n'est pas n'importe où. Et ça, c'est aussi très important de le comprendre. La localisation, c'est aussi une grande partie de la lecture. Si on lit, mais qu'on n'a pas de localisation, ce qu'on le lit n'a pas forcément un contexte ni un sens. Donc bref, ce qui s'est passé du coup vendredi, c'est que on a commencé à évoluer au-dessus et enfin on a commencé à corriger. Et à partir du moment où on a commencé à corriger, c'est aussi à partir du moment où on a corrigé sur le BTC. Sur le BTC, il y avait d'autres signaux. Il y avait des signaux d'open interest qui montaient. On avait eu un retournement de structure aussi qui permettait ainsi de définir qu'on était sur un potentiel retournement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Donc évidemment, à minuit, les futures vont ouvrir. Donc, je vous rappelle que les futures sont des marchés qui ferment le vendredi et qui ouvrent le dimanche soir vers minuit. Donc, c'est la petite différence avec les marchés cash ou le marché des cryptos qui, eux, ouvrent tout le week-end. Donc, si on regarde, on n'est pas non plus encore dans une baisse dramatique. C'est-à-dire qu'on a eu un rejet, mais ce rejet peut tout à fait encore se solder par une nouvelle tentative. Et dans ces cas-là, soit faire une nouvelle tentative et réussir, soit dans ces cas-là, quelque chose de plus encombrant pour les cryptos certainement, ça serait un échec et un éventuel début de changement de structure. Et là, dans ces cas-là, ça nous donnerait tout simplement une correction un peu plus profonde après ce petit rallye qu'on a eu à partir du 14. Parce que si on regarde, à partir du 14 et voire même si on remonte, ce rallye commence le 15 juin. Pourquoi c'est un rallye ? Parce qu'on a des creux toujours plus hauts. Là, on en a eu des équivalents avec un petit creux presque en dessous, mais presque similaire, ce qu'on appelle des creux équivalents. Un autre creux, etc., etc. Donc, c'est un rallye. Beaucoup de gens ne veulent pas voir, sont en disbelief depuis le début de ce rallye, mais il est présent. Donc, ça, c'est ce qu'on a sur les marchés traditionnels. Alors, on peut évidemment continuer cette analyse sur Apple. Par exemple, la semaine dernière, ce que j'avais sur mon graphique, c'est que j'avais les deux. Pourquoi Apple ? Parce que c'est, on va dire, un des représentants de la tech. Donc, ça, c'était assez intéressant de l'avoir, les deux en parallèle. Et du coup, j'avais Apple et le SP500 qui tradaient sur un écran, qui évoluait sur un écran, et le SP500
qui évoluait sur un autre écran. Et c'est vrai que si on trade court terme, c'est super intéressant parce que réellement, ce qui se passe sur le SP500, soit il y a une légère avance sur le SP500, soit c'est parfaitement en communion avec le Bitcoin. C'est-à-dire qu'à savoir quand le SP500 monte, généralement le Bitcoin aussi. Quand il commence à chuter d'un côté ou de l'autre, généralement on a aussi cette avance. Et donc Apple, parce que lui aussi se trouve sur des niveaux délicats, petit rejet, mais encore rien d'effrayant. Donc ça, c'est le contexte macro. Au niveau du contexte macro, on a aussi notre fameux indicateur du dollar, d'accord? L'indicateur de la position cash. Donc actuellement, le roi, après évidemment cet euro qui est complètement faibli, qui a perdu presque 20% de valeur en 2 ans. Donc il a été évidemment le king là et il était dans un rallye sans précédent. Alors enfin, on a un signal d'affaiblissement. Encore une fois, ce signal d'affaiblissement n'est pas encore dans un changement de structure baissier. Il est toujours boule. Donc évidemment, tant qu'il est boule, il y a une méfiance de notre part qui est obligatoire. Mais pour l'instant, il a l'air de s'être calmé, ce qui est plutôt, entre guillemets, bon signe. Mais tant qu'on n'a pas une évolution daily avec creux, sommet de plus en plus bas, il est toujours fort. Donc ça, c'est un constat important et c'est nos indicateurs macro importants. Il faut savoir que depuis que la crypto-monnaie est institutionnalisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'institutions, beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de personnes qui traitent les cryptos de façon sérieuse, elles sont de plus en plus corrélées à ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder en parallèle ce qui se passe à côté, de façon à ne pas être pris par surprise lorsque, par exemple, le SP500 chute. Nous, on est long sur nos positions et on comprend pas pourquoi d'un coup on perd alors que on avait éventuellement tout ce qu'il fallait en notre faveur pour être long. Non, on n'avait pas tout ce qu'il fallait en notre faveur parce qu'on n'avait pas contextualisé ce qui se passait sur le SP500. Alors maintenant, on va passer à l'analyse d'Ethereum, qui d'ailleurs a été la star entre guillemets de mon analyse la semaine dernière. On va voir les coins que j'ai analysés la semaine dernière, voir lesquels ont évolué et voir que finalement, en se plaçant la semaine dernière, comme j'avais signifié dans mon analyse, on était plus que gagnant. La seule chose, c'est que la semaine dernière, personne voulait encore y croire. Donc par exemple, on voyait que mon titre, parfois c'est vrai qu'on utilise des titres assez exagérés sur YouTube de façon à créer un peu d'engagement parce que il est assez difficile d'avoir de l'engagement quand on est quelqu'un qui ne promotionne pas à l'extrême avec des vignettes, avec des bouches ouvertes ou autre. Eh bien, il est important tout de même de mettre des titres forts. La seule chose, c'est que j'essaye toujours de faire en sorte que mes titres soient réalistes. Et c'est vrai que 1700, c'était la prochaine résistance pour Ethereum. Et vous voyez qu'on l'a presque frôlé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. On était à 1400 sur Ethereum la semaine dernière. Et du coup, un peu moins même. Et du coup, on a eu une superbe évolution haussière qui presque allait chercher les 1700, donc un peu en dessous. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bitcoin a repris de la force. On voit que l'indice, on verra tout à l'heure en voyant l'indice, qu'il a buté sur résistance et là, Bitcoin a repris la main et il a lancé son mouvement vers le haut. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où Ethereum était assez fort, les coins que j'ai évoqués la semaine dernière, alors plus ou moins ont été favorables. Alors Unify moyen, mais c'est vrai que lui a buté sur la résistance majeure. Donc pour moi, pour le rendre vraiment intéressant, il fallait réellement s'affranchir de cette résistance. On avait aussi du coup une des stars, c'est celui-ci, le Optimisme, qui lui a quasi doublé. Alors il n'a pas doublé mais quasi. On est allé chercher actuellement, on est aux alentours de 0,95 en plus haut. Donc partant des 0,60, c'est presque le double. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était intéressant de se placer. Il y avait réellement un potentiel haussier très important. Il y avait donc réellement, on va dire, un pourcentage d'évolution intéressant. Mais chaque semaine qui passe, donc celle-ci compris, celle-ci de cette analyse que je suis en train de faire compris, c'est de moins en moins intéressant. Pourquoi ? Parce que, et bien sûr qu'on peut encore pousser à la hausse, mais finalement, la majorité de l'impulsion s'est faite vers les 0,50, vers les 0,37 au plus bas. Et maintenant qu'on arrive presque à 1 $, bien qu'on puisse aller chercher les 2 à la fin de l'été, peu importe, j'en sais strictement rien. Là, ça devient de moins en moins intéressant. Et ce qui se passe, c'est que justement, c'est quand, à ce moment-là, que la majorité des gens qui n'ont pas voulu se placer avant parce qu'ils n'y croyaient pas, parce que, bref, il y avait des millions de raisons,
eh bien vont commencer à s'y intéresser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, peu de temps après qu'ils s'y intéressent, c'est la chute astronomique qui arrive et donc les premières grosses pertes. Donc bref, tout ça pour dire que à peu près tous les coins que j'ai évoqués la semaine dernière ont eu une belle impulsion. Alors lui, il n'est pas forcément réussi à aller chercher l'objectif final, mais il était pas loin. Et maintenant, on arrive sur des zones délicates. Pourquoi? Parce que on est entre continuation de la hausse, qui est plutôt possiblement le cas, ou entre tout simplement début d'une correction plus importante. Alors ça va être évidemment très important d'arriver à savoir faire la différence. Et par exemple, ce que je vais essayer tout simplement, c'est par des petites techniques de vous montrer comment je fais la différence, ou à quel moment j'estime qu'on est sur une continuation, à quel moment j'estime qu'on est sur une correction. Et donc, vous allez voir que c'est des méthodes assez simples, mais qui sont efficaces. Donc d'abord, vous me voyez souvent parler de price action sur mes analyses. Et parfois, il est possible que certains vocabulaires que j'évoque ne vous disent rien ou que vous n'avez pas de ressources dessus. C'est faux. Tout simplement, il faut que vous rendiez sur mon site où j'ai un énorme paquet de contenu. Plus de 2 ans à écrire des articles de blog super détaillés sur des méthodes. Plus d'une vingtaine ou même trentaine d'heures de vidéos accessibles sur YouTube. Il y a juste à faire un petit peu de recherche, Captain Trading, mettre un mot-clé, vous verrez que vous me trouverez. Et par exemple, tout ce que je fais principalement a un rapport avec la price action. Pas des indicateurs techniques ou très peu, pas Ishimoku, non, de la price action. Et vous voyez qu'ici, j'ai un guide ultime sur la price action qui est ultra complet. Il y a vraiment, j'ai pas vu beaucoup de guides aussi détaillés sur la price action, donc faites un tour dessus, c'est une super initiation et vous verrez certainement qu'il y a des termes que j'utilise qui sont évoqués dans cet article. Et s'il n'est pas évoqué dans cet article, le plus sûr c'est que vous le trouviez soit dans une autre vidéo, soit dans mon guide, soit quelque part à tous les coups. Donc j'ai créé énormément de contenu complètement gratuit depuis plus de 2 ans, donc profitez-en. Et n'oubliez pas que gratuit ne veut pas dire, en tout cas chez Captain Trading, pourri ou nul. Ça reste des choses super complexes, des choses super complexes que j'ai réussi à simplifier. Donc faites un tour, allez-y, c'est gratuit, sans limite. Profitez d'avoir un peu plus de temps libre pour justement, éventuellement, vous intéresser à tout ça. Alors, avant d'aller voir qui a le mieux performé cette semaine et quels sont les coins que je surveille pour une éventuelle continuation ou cas contraire pour une correction, on va d'abord faire une analyse complète d'Ethereum. Alors vous savez qu'avant d'analyser Ethereum, il y a quelque chose qui est crucial pour moi pour savoir si c'est lui qui a la main ou pas, c'est d'analyser brièvement l'ETH BTC. On en a déjà parlé pourquoi la semaine dernière, donc évidemment, si vous ne savez pas pourquoi on analyse le THBTC, faites un tour sur l'analyse de la semaine dernière où j'explique clairement pourquoi on utilise et pourquoi on observe le THBTC. Tout simplement, c'est de la même façon qu'on observe l'euro-dollar, on observe éventuellement le THBTC, c'est-à-dire qu'on regarde qui est plus fort. Quand on a un ETH-BTC en hausse, ça veut dire que globalement, c'est Ethereum qui a la cote. Et dans ces cas-là, vaut mieux détenir de l'Ethereum. Alors, vous voyez que sur ce petit graphique simpliste, je note des niveaux où j'estime qu'il est très important d'éventuellement lâcher du lest sur Ethereum ou tout simplement commencer à être risk-on sur Ethereum. Et vous voyez que c'est assez simpliste, mais c'est parlant. Donc, on n'a pas eu encore cette zone, mais à un moment donné, si on vient chercher la zone des 0,04 et 0,034, j'achèterai de l'Ethereum ou j'échangerai mes BTC contre de l'Ethereum. De la même façon que ici, sur ce support critique des 0,055, il était super intéressant d'échanger ces Ethereum contre du BTC. Et maintenant, on arrive sur résistance. Donc la semaine dernière, on a commencé à buter une première fois de façon assez violente sur le niveau. Support, d'accord, qui était notre ancienne zone de support. Et à nouveau, on réagit. Ça veut dire que pour l'instant, il a repris du lest après s'être tout simplement fait allumer. Donc maintenant, c'est simple. Soit il arrive à franchir cette résistance, et dans ces cas-là, ça serait clairement favorable pour Ethereum et les altcoins cette semaine, ou soit tout simplement il échoue, et dans ces cas-là, on se retrouve encore à nouveau à chercher le support, voire le franchir à la baisse, et dans ces cas-là, il serait tout simplement dangereux, ou on perdrait en valeur sur Ethereum par rapport au BTC. Donc, voyez cet indicateur comme une jauge
pour savoir s'il est préférable d'être acheteur d'altcoin, d'Ethereum ou bien tout simplement si Bitcoin va reprendre du terrain. Et dans ces cas-là, forcément, par défaut, Ethereum sera beaucoup moins fort. Donc, vous voyez que moi, j'ai une zone de revente d'Ethereum. Alors, peut-être que forcément, à un moment donné, elle finira par être franchie. D'accord ? C'est toujours le cas d'une résistance. C'est-à-dire qu'un jour, tôt ou tard, elle sera franchie. Mais en attendant qu'elle soit franchie, je préfère toujours partir du principe qu'elle va servir de résistance. Donc, à ce moment-là, vers les 0,082 ou dans cette zone, je prendrai déjà des profits sur mes Ethereum pour les passer vers du Bitcoin. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que sur ces niveaux, ça bute. Alors peut-être que, encore une fois, tôt ou tard, ça ne butera pas. Alors, on passe maintenant à l'analyse d'Ethereum. Donc, Ethereum est en train de consolider de façon serrée sur un niveau technique. On en a parlé, c'est une résistance. C'est pas la plus grosse résistance, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais ça reste une résistance. Et on va voir que réellement, la prochaine résistance se trouve ici à 1700. Vous voyez qu'actuellement, on bute sur un ancien niveau. Un ancien niveau qui était valable le 19 mars, où c'était notre dernier creux avant la hausse. D'accord ? Dernier creux avant le bull run. Donc, c'est lui actuellement qui est en train de nous servir de résistance, mais on a ce qu'on appelle une consolidation serrée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on part de ce dernier creux, on n'a pas réussi à franchir à la baisse la zone des 23,6. Et ça, c'est ce qu'on appelle une consolidation serrée. Donc, dans ce type de consolidation, ce que j'appelle une consolidation 23,6, très souvent, lorsqu'on a ce type de conso, c'est que le marché se prépare et généralement une continuation. Alors, généralité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les statistiques que j'avais faites, une majorité des consos 23,6, surtout sur un mouvement daily, donne lieu à une continuation. Est-ce que ça va être forcément le cas ? Non. Est-ce que je mise une maison dessus sans stop loss, sans savoir ce que je fais ? Eh bien, évidemment que non. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'on est éventuellement sur une continuation et donc on est éventuellement sur un cas de figure où on irait chercher les 1700. Qu'est-ce qui nous reste après les 1700 ? Ça peut aller très vite vers les 2000. Alors évidemment, tant qu'on n'a pas franchi les 1700, on ne parle pas encore de 2000 et tant qu'on n'a pas encore franchi les 2000, on peut parler aussi d'un niveau médian ici à 1900. Donc, à voir, à surveiller de près. On peut faire ce qu'on appelle un triangle ou un rectangle décisionnel. Et quel est ce rectangle décisionnel ? On peut se dire, voilà, si on franchit à la baisse les 1400, je veux éventuellement me placer sur un pullback, chercher un short. Si on franchit les 1650, alors un franchissement franc, eh bien éventuellement, je vais me placer sur un pullback pour aller chercher du coup le reste. En attendant, on est dans un range. On a dessiné un range parfait depuis le 19. Donc, à voir ce qui va se passer là. Tant qu'on n'a pas plus d'infos, eh bien, tout simplement, on n'est pas à l'abri d'avoir une correction. En revanche, en analysant ce mouvement de prix, on constate de la force, on constate une consolidation serrée et donc on constate qu'on est dans l'éventualité de vouloir continuer le mouvement. Sur du 4 heures, quelle est notre invalidation ? Plus ou moins les 1440. Donc, tant qu'on est aussi serré, le shop va se recharger et donc on est dans la possibilité d'avoir une continuation. Alors, encore une fois, sous résistance, c'est excessivement dangereux. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe dans la majorité des résistances ? C'est d'abord un échec avant d'éventuellement réussir à nouveau. Donc, on a eu un premier échec, à voir si le deuxième sert, etc. Mais toujours prudent sous résistance parce que c'est de là que viennent les plus grosses corrections. Alors maintenant qu'on a analysé l'Ethereum, qui a l'air assez chaud, réellement, lorsque je l'observe comme ça, je le trouve chaud. Ça va dépendre évidemment de ce qui va se passer cette semaine sur le SP500. Si lui continue sa hausse, il y a de fortes chances que ce breakout ait lieu. En revanche, s'il commence à corriger, il n'y a aucun doute sur le fait, ou en tout cas, il y a beaucoup plus de probas sur le fait qu'on ait éventuellement lieu à une correction plus profonde. Et dans ces cas-là, éventuellement, attendre un retour sur ce creux qui correspond ici au 0,5, donc la moitié de ce mouvement, et ici au niveau des 61,8 de Fibo. Donc très important de comprendre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je me crée un plan en fonction de ce que je vais voir
pas en fonction de ce que j'envisage, hein, je connais pas le futur, mais en fonction de ce que je vois. Si je vois qu'on franchit ce niveau, qu'on conserve ici ce support en résistance, et bien dans ces cas-là, j'irai chercher ça, puis ça. De la même façon à l'inverse, si on arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau de résistance ici des 1644, qu'on fait un petit pullback serré, et dans ces cas-là, j'estime qu'on a de fortes chances d'aller chercher les 1900, puis éventuellement les 2000. C'est comme ça que je planifie les choses dans ma tête. En aucun cas, j'estime que j'ai une réponse sur le futur. En aucun cas, je m'excite comme un malade sur cette résistance. Non. Pourquoi ? 1. J'essaie d'évaluer si derrière il y a une opportunité de gain à faire. Combien je suis prêt à perdre dans mon idée. Combien je vais gagner si je réussis mon idée. Et c'est tout. C'est comme ça que j'opère sur les marchés. Malheureusement, c'est très différent sur ce qui se fait à droite à gauche. Et c'est ce qui crée que derrière, il y a beaucoup de gens qui m'en veulent à chaque baisse de marché parce qu'ils estiment que les gens comme moi les ont induits en erreur. Personnellement, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est d'être le plus neutre possible pour que justement éviter d'induire en erreur des gens, bien que malheureusement, par mégarde, ça puisse arriver. C'est normal. Je suis absolument pas parfait. Donc, maintenant, je vais juste rapidement m'intéresser aux top performers. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux pas non plus passer trop de temps sur le Bitcoin, trop de temps sur d'autres cryptos parce que l'analyse est déjà longue. On est déjà sur quelque chose de assez condensé en termes d'informations. J'ai pas envie de vous exploser la tête avec des choses. J'ai envie surtout de vous exploser la tête avec l'essentiel. Et donc là, par exemple, dans ce petit graphique que j'aime bien mettre ces cryptos que je surveille, ces cryptos que j'ai l'habitude d'avoir à l'œil pour savoir qui a eu la cote cette semaine. Et on voit qu'Ethereum a largement eu la cote cette semaine. On voit que Ape a largement eu la cote cette semaine. Donc c'était un des actifs que je surveillais la semaine dernière. Il m'a régalé. On a évidemment d'autres coins qui étaient en gain massif les semaines précédentes qui eux ont consolidé. Donc je pense par exemple à AV, je pense par exemple au Matic qui a raisonnablement consolidé. Je pense par exemple au Solana qui nous avait fait une belle semaine. Je vous rappelle qu'on est presque sur x2 depuis le plus bas, c'est-à-dire qu'on a frôlé à un moment donné les 100% d'évolution. Alors évidemment, n'oubliez pas, il ne faut pas compter depuis les plus hauts. Les plus hauts, malheureusement, donnent lieu à des pourcentages de baisse abominables. Je pense que Solana a pu perdre éventuellement 90% de sa valeur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans un bear market, c'est ce qui se passe quand on achète des altcoins. C'est que derrière, le pourcentage de baisse peut être énorme. Et du coup, c'est ce qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on commence à investir à tout va dans un bull market. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est tout simplement le pourcentage d'évolution depuis le creux, depuis le plus bas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention parce qu'on est quand même sur des niveaux de 100% pour certains actifs en un mois. Donc ce genre de performance est quasi existante sur aucun marché. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on hausse, j'ai peur que ça soit la dernière hausse avant une correction fatale. Et personnellement, mon approche, c'est de voir ces hausses actuellement comme ce qu'on appelle un bear market rally. Un mouvement haussier à l'intérieur d'un marché baissier. Donc quel est mon objectif sur ces hausse ou cette volatilité, c'est de faire un maximum de profit en USD, en dollars. Je préfère même presque avoir des dollars actuellement que des euros. Ça, c'est juste une petite blague, ça m'est égal. Mais en gros, tout ça pour vous dire que voilà, j'en profite pour accumuler un maximum de dollars. On est encore dans ce qu'on appelle une récession. Donc, c'est pas parce qu'on a des petites bougies vertes qu'il faut oublier le contexte qui est actuellement ultra baissier. Peu importe, peut-être qu'il changera et dans ces cas-là, je serais ravi de changer mon opinion, ravi de changer ma stratégie. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est d'empiler un maximum de dollars pour tout simplement racheter plus bas ou racheter plus tard lorsqu'il y aura un nouveau drama. Une nouvelle fin du monde en prédiction et c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Plus on avance, plus ça va être le cas. Eh bien, l'excitation reviendra. Les prédictions du bull market reviendront. Des nouveaux coins révolutionnaires referont le jour. Des nouvelles collections NFT sorties de nulle part referont le jour. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, le même schéma.
Beaucoup de gens vont commencer à accumuler un nombre de risques qui tout simplement ne se rendent pas compte de combien réellement ils peuvent perdre si le marché chute. Et derrière, on retournera sur le même schéma. Une majorité qui auront perdu la majorité des gains. Une majorité qui à nouveau aura acheté encore n'importe quoi et se retrouvera encore à holder des bagues pourries. Et derrière, plus d'argent pour éventuellement recommencer à acheter de façon régulière comme dans une stratégie DCA ou à acheter dans les pseudo-fins du monde, ce qui s'est passé par exemple il y a peu de temps avec la chute de 3AC, les liquidations et le petit bottom court terme qu'on a eu sur les 800 $ pour Ethereum. Et c'est ça qui est dramatique. Et que derrière, après, ce qui est aussi dramatique, c'est que les gens m'en veulent. Malheureusement, je suis toujours mélangé à la majorité des youtubeurs. Je sais absolument pas trop ce qui se fait à droite à gauche. Mais tout ce que je sais, c'est que en novembre, j'ai bien précisé et j'ai bien dit qu'il fallait faire extrêmement attention sur la localisation et surtout que je prenais un maximum de put option pour couvrir mon capital. Mais malheureusement, personne veut le voir, ou en tout cas ceux qui l'ont vu sont absents de commentaires et éventuellement ceux qui malheureusement étaient full risque m'en veulent à moi pour faire des vidéos YouTube et c'est ça qui est dommage. Bref, en aucun cas de toute façon ça m'affecte. Je préfère juste tout simplement faire une bonne mise en garde sur cette vidéo et je continuerai de faire des mises en garde parce que je pense qu'il est indispensable que j'en fasse régulièrement pour vous dire que en tout cas personnellement je prends pas ça comme le retour du bull run mais que je prends pour l'instant ça comme une aubaine haussière et que j'en profite au maximum parce qu'il est bien plus facile de trader dans ce genre de conditions. Donc, faisons un tour sur les coins qui m'intéressent. Pourquoi c'est les coins qui m'intéressent? Je vous l'ai dit, c'est ceux qui ont envoyé des belles perfs. Notamment le run, donc superbe perf depuis par exemple le dernier creux majeur ici du 13, 60% de valeur, c'est énorme. C'est énorme et de se faire ça en une semaine, c'est juste dinguissime et c'est super agréable. En 2 semaines, c'est tout simplement, voilà, c'est magnifique. Réellement, c'est maintenant dans ce genre de situation des 2 semaines précédentes qu'on est dans quelque chose de super intéressant. Et donc, voilà, franchement, je salue ces petites courbes et je remercie tout simplement de m'impliquer dans ce marché qui me passionne vraiment. En plus d'avoir de l'action, il y a de la volatilité, il y a des choses super intéressantes, il y a de la technologie intéressante. Bref, c'est quelque chose de ultra passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le run par exemple? Pareil, on a une résistance. Alors, on va tout refaire de A à Z. Je vais pas le faire sur toutes les cryptos, mais je vais le faire sur le run pour que vous puissiez voir mon raisonnement. Alors, on part toujours du weekly, du daily, etc. Pourquoi? Parce que on est obligé de dézoomer si on veut voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on remarque instantanément et qu'est-ce qu'on aurait remarqué instantanément si on était parti du weekly? Résistance. Pourquoi résistance? On a 1, 2, 3, 4 clôtures et au moins 5-6 autres bougies sur ce niveau des 3 $. D'accord? Donc, c'est la résistance majeure qu'on a sur le run. Donc, évidemment, lorsqu'on se trouve sur ce genre de niveau, il est préférable de prendre ses bénéfices, de faire attention. Donc, c'est pour ça que toute personne ici qui a acheté ce niveau, évidemment, je ne l'en veux pas, mais il a acheté une résistance majeure. Donc, quel est le problème en achetant une résistance? C'est qu'on a de fortes chances que le prix nous tombe dessus. Donc, c'est ce qui s'est passé. En revanche, de la même façon qu'on a une conso serrée, on a aussi une conso serrée, moins serrée, mais serrée si on part, par exemple, si on part ici, depuis le plus bas, on voit qu'on est resté, on a conservé plus ou moins les 23,6. De ce dernier mouvement, on a retracé 50% presque. Donc bref, conso serrée, sous résistance, on a buté de façon assez parfaite sur ce pivot. D'accord? Ancien creux, creux, résistance, avant de repasser pivot. Donc c'est intéressant. En daily, c'est intéressant. Le shop se recharge. Donc il était ultra chargé. Il s'est complètement déchargé presque sur ce mouvement haussier. Et il lui reste de la patate. Donc ça, c'est important de comprendre. Et j'imagine que plus il consolide et plus il récupérera sa patate. Donc, maintenant qu'on a analysé la première résistance qui est tout simplement en face de nous, on a la prochaine résistance
à 3,77. Elle n'est pas énorme, mais elle est là, d'accord? Ancienne résistance. Regardez ici, support, support. Allez, on va le voir ici. Support, 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 résistance. Donc, c'est un niveau clé. Et ensuite, que nous reste-t-il si ce niveau clé est franchi? Alors, encore une fois, les si, avec les si, on fait beaucoup de choses. D'abord, on franchit les 3, 0,7, et ensuite, on parle des 3,77. Et ensuite, lorsqu'on parlera du franchissement des 3,77, on peut commencer à parler d'autres choses. Et de quoi on parlerait dans ce cas de figure? On pourrait tout simplement parler ici des 5,82, ancienne zone pivot. Donc ça, c'est aussi intéressant. Encore une fois, ça va entièrement dépendre de ce qui va se passer sur les marchés traditionnels, de ce qui va se passer sur l'ensemble, si réellement on a envie de pousser ou pas. Et ensuite, on aura une réponse claire dessus. Peut-être qu'on a encore une semaine de conso devant nous. Une semaine tout simplement de range, d'indécision, de placer à la fois les shorts, les longues, de liquider d'un côté et l'autre, et ensuite, éventuellement, quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle, pour ceux qui observent ce qui se passe dans l'univers des options, qui est tout de même quelque chose d'important dans la crypto-monnaie, il est souvent intéressant d'avoir des informations côté options. Et on a un open interest qui est relativement raisonnablement élevé. 76 000 BTC, c'est pas mal, c'est pas notre maximum qu'on a pu avoir, mais c'est pas mal. Et on a un max pain à 23. Donc, si on parle d'order flow options, si on parle d'objectifs de vendeurs d'options, généralement les vendeurs d'options sont ceux qui essayent de faire le marché, donc sont ceux qui essayent d'empocher le maximum d'argent, eh bien, on comptabilise un max pain à 23K. Ça veut dire que l'objectif des vendeurs d'options sera de conserver le prix au maximum proche des 23K pour ce vendredi, pour cette clôture. D'accord? Donc, pour l'instant, on est à peu près pile poil sur les 23K au niveau du BTC. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si on observe par exemple Ethereum, on a un max pain pour le 29 juillet, donc ce vendredi, à 1400. Donc, on est assez loin du max pain actuellement. On est coté à 1600. En revanche, il y a beaucoup moins de volume sur Ethereum. Donc, beaucoup moins peut-être de pertinence à ce niveau. C'est vrai qu'il faut constater que celui du BTC a souvent été assez pertinent. On s'est souvent assez dirigé de façon assez significative vers l'approche de ces options sur ce max pain. Alors, pas forcément pile poil, mais en tout cas, il a souvent servi d'aimant. Et enfin, on termine ici avec le Solana, max pain à 39. Vous voyez qu'actuellement, on est sur les 40. Donc, si réellement on clôture la semaine à 39, à 23 pour le BTC et à 1400 pour Ethereum, donc là, on en est assez loin, mais il ne faut pas oublier qu'il pourrait servir d'aimant. Et bien, dans ces cas-là, on clôture sur le max pain un peu partout. En revanche, toujours important ici d'avoir le nez dessus. Alors, pas forcément en faire un signal religieux, mais tout simplement en faire un repère, en faire quelque chose qu'on veut observer. Donc, maintenant que j'ai fait cette analyse en daily sur le run, on peut passer à la suite en 4 heures. Donc, en 4 heures, on voit que le shop s'est complètement déchargé en baissant. Donc, ça veut dire que si le prix hausse ou continue de hausser, eh bien, on aura éventuellement le shop qui se rechargera. Donc, ça veut dire que éventuellement, il peut être motivé, le shop, le mouvement, à hausser pour se recharger. Donc là, on voit qu'on a un support clé, on l'a vu tout à l'heure, et on peut tout simplement se dire que si on conserve ce support, alors quand on dit conserver, si on a un pic de volatilité, une énorme mèche et une réintégration, c'est pas une perte de support, c'est une prise de liquidité qui pourra conduire éventuellement plus tard à une perte du support. Mais c'est pas encore considéré comme un signal baissier. Et c'est là que beaucoup de gens se font avoir. Dans le sens où finalement ne comptabilisent pas la mèche comme étant une information significative. Personnellement, dans mon trading, la mèche a énormément de valeur parce qu'elle nous indique beaucoup de choses. Et donc là, si on conserve ce creux, eh bien, forte chance d'aller chercher au moins cette résistance. Alors la première, c'est ici à 2,82, puis celle-ci. Si on conserve et qu'on consolide encore sous cette résistance, il y a des chances qu'on puisse continuer. Encore une fois, tout ça va largement dépendre de ce qui va se passer côté BTC, côté Instit. C'est pour ça que dès le départ de la vidéo, je vous ai dit qu'on est sur des niveaux significatifs.
Significatif, pourquoi? Parce que soit on a lieu à une continuation, donc à ce qu'on appelle une bull consolidation, une consolidation haussière, et ça donne lieu à une correction. Correction qui donnera lieu certainement à une prochaine opportunité, parce que si on échoue, tout simplement, on est tout de même sur un marché qui est relativement haussier. Pas énorme, parce qu'il n'est pas encore haussier sur du weekly, du monthly, mais il est haussier sur du daily. Donc toute correction peut tout simplement s'acheter de façon assez sereine, parce que tout simplement ça peut donner lieu à une continuation. Cette minute marché est maintenant terminée, donc beaucoup d'informations. J'espère que c'est des informations pertinentes pour vous qui vous permettent d'avancer. C'est très important pour moi de détailler, de aussi faire des avertissements sur la prise de risque, de vous partager mon raisonnement tel que je l'entends, de façon à vous simplifier la tâche dans votre raisonnement, mais en aucun cas il est fait pour que vous ayez le même. Moi j'ouvre l'esprit, je permets tout simplement de vous montrer différents scénarios, mais en aucun cas je sais ce qui va se passer après. Donc si ces analyses vous plaisent, évidemment je vous invite à mettre un gros pouce, à suivre la chaîne du Captain, et nous bien entendu on se rejoint très bientôt pour une prochaine analyse et pour continuer à trader ce marché des crypto-monnaies. Bon trading à tous.